Et pour discuter de ce sujet très important, tel la tenue du sommet arabe en Arabie Saoudite à Jeddah demain, avec la participation de la plupart des dirigeants arabes, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà, la première question. Comment évaluez-vous ce sommet qui se tient dans des circonstances très critiques concernant le monde arabe? Je dirais que nous avons tous et toutes l'espoir dans le monde arabe que ce sommet soit un début d'une nouvelle ère, d'un nouveau stage dans les relations arabes, dans les solidarités arabes. Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à avoir cet espoir. Tout d'abord, après 12 ans d'absence, pour la première fois, la Syrie est admise au sein de sa famille arabe et le sommet va accueillir le président Bachar el-Assad parmi ses homologues pour réintégrer la place de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et cela a une très grande signification puisque ce résultat qui nous donne un peu d'espoir, un peu d'optimisme est le résultat de plusieurs initiatives pour parler, compréhension, disons, effort de la part des uns et des autres. Et il a été précédé de plusieurs contacts sur différents niveaux, que ce soit sur le niveau des experts, que ce soit sur les niveaux des ministres des Affaires étrangères, et je citerai là la visite du ministre d'Affaires étrangères syrien au Caire, M. Mekdad, et aussi la visite de retour de son Excellence Choukri, le ministre des Affaires étrangères égyptienne. Et il y a eu sur ce mode-là plusieurs visites mutuelles entre les ministres d'Affaires étrangères arabes. Il y a eu aussi parfois des contacts par téléphone et il y a eu des rencontres avec des ministres eux-mêmes, avec le président Assad, quand certains d'eux se sont rendus à Damas. Parfait. Ça, oui. C'est une raison pour l'optimisme. Vous avez très bien mentionné le fait que nous passons par des moments extrêmement critiques, extrêmement sensibles dans le monde arabe et qui posent beaucoup de risques sur la paix, la sécurité et la stabilité du monde arabe. Il y a l'escalation et l'escalade de la violence israélienne à Gaza et dans les autres territoires arabes occupés, l'indignante politique de colonisation des territoires arabes, malgré le refus du monde entier et la condamnation du monde entier de cette politique de colonisation. Il y a les attaques contre les lieux saints, les lieux de pratique de religion monothéistique à Jérusalem, dont la mosquée de El-Aqsa, l'attaque contre les pratiquants qui faisaient leurs prières, surtout dans une saison où se réunissaient les fêtes chrétiennes de Pâques et les fêtes musulmanes de Eid el-Fitr. Nous avons aussi le nombre de martyrs, le nombre de blessés
de la part des Palestiniens à Gaza, ce qui, de toute façon, entraîne un grand cycle de violence parce que les Palestiniens ne peuvent pas rester les mains croisées devant toutes ces attaques-là et devant le silence du monde entier, excepté certainement le monde arabe et les efforts égyptiens qui ont abouti à un cessez du feu. Mais ce n'est qu'une étape. Il faut aboutir sous pression sur le côté israélien au retour à la table de négociation pour aboutir aux deux pays, aux deux États et deux peuples, comme c'est le consensus du monde entier. Parfait. Alors, vous avez mentionné bien sûr les attaques contre le peuple palestinien, mais en même temps, dans une autre région, on parle du Soudan et la guerre intersudanaise. Qu'attendez-vous du sommet arabe en discutant ce sujet? Nous attendons beaucoup, mais c'est une situation extrêmement compliquée. Plusieurs pays sont en train d'accueillir des réfugiés soudanais, des déplacés soudanais et même des réfugiés et des déplacés d'autres nationalités qui résidaient au Soudan, particulièrement à Khartoum, quand les événements tragiques ont commencé. Donc l'Égypte déjà reçoit un grand nombre de réfugiés, de déplacés et que nous traitons comme des entités, comme nos frères et comme tout, mais ça pose quand même un grand fardeau sur la vie des Égyptiens, sur la situation économique, sur la situation du travail, des habitations et aussi donc nous attendons que la communauté internationale quand même fasse quelque chose, non seulement pour soulager les besoins médicaux, alimentaires et autres de ces réfugiés et déplacés en Égypte et dans d'autres, mais nous avons la plus grande partie, mais pour trouver un moyen de calmer la situation, de créer un environnement propice à une discussion franche, sincère, entre les deux parties pour trouver une solution à cette situation extrêmement sanglante. Les ministres, certainement il y a les efforts qui se tiennent, il y a le groupe qui se réunit à Jeddah et qui a pu quand même arriver à un cessez de feu très très fragile, mais nous avons entendu hier qu'il y a une création d'un groupe de contact arabe sur le plan ministériel pour discuter de la situation au Soudan et essayer de trouver des solutions faisables et qui sont aussi durables. Le président Sisi, comme nous l'avons appris, va parler demain pendant le sommet de 3 sujets essentiels. Tout d'abord, la situation au Soudan, peut-être pas dans cet ordre, mais les 3 sujets sont importants. La solidarité arabe, l'intégration dans plusieurs domaines, la coordination arabe, qui devrait être basée sur une situation de gagnant-gagnant, tenant compte des relations fraternelles, anciennes de notre monde arabe, mais aussi prenant en vue les intérêts des uns et des autres. Il y a aussi
aussi, après ces deux questions-là, nous aurons la situation économique, la crise économique mondiale, mais surtout régionale, dont il n'y a aucun pays qui n'en souffre pas. Ouais, c'est vrai. Là, une dernière question, c'est concernant le dossier du Yémen. On sait que au menu de l'agenda des réunions ou bien des travaux de ce sommet, on va traiter de ce sujet. Qu'attendez-vous des pays, des dirigeants arabes en parlant du Yémen? Il y a un grand espoir. Nous avons entendu hier le ministre saoudien parler surtout des efforts qui devraient continuer, qui ont commencé sous la présidence algérienne et qui devraient continuer certainement sous la présidence saoudienne, un pays de voisinage, un pays qui a de très longues relations dans sa région, mais avec tout le monde arabe aussi. Il faut trouver, comme l'a dit le secrétaire général de la Ligue arabe, il faudrait maintenant trouver des approches faisables en dehors des traditionnels, en dehors des cercles vicieux, pour sortir cette crise, ainsi que la crise libyenne, du statu quo, de cette standstill, c'est comme si c'était de ce blocage-là qui empêche un développement optimiste, un développement qui donne l'espoir à un meilleur futur de stabilité, de paix dans ce pays. Et je crois que ça aussi, c'est une crise très, très importante qui est aussi au cœur des intérêts de tous les pays arabes. Je profite de votre présence, Madame l'ambassadrice, avec une dernière question, promis, concernant la Libye, la question libyenne. Où en est et quels sont les efforts déployés par les dirigeants, bien les pays arabes, pour la stabilité de la Libye en général? Ça, c'est un dossier qui est très, très important, qui n'est pas facile à traiter, où il y a beaucoup de joueurs, d'acteurs qui ne sont pas nécessairement sur la même ligne d'idées, qui n'ont pas la même vision, qui ont des intérêts parfois contradictoires. Il y a aussi les acteurs de non-État. Il y a les acteurs étrangers, il y a le rôle de l'ONU, mais et le rôle des pays de voisinage. Tout ceci, c'est une mosaïque extrêmement compliquée, extrêmement qui est beaucoup d'interactions, beaucoup de violence parfois, beaucoup d'échecs aussi. Il faut trouver un moyen maintenant d'aligner les efforts le plus possible, de respecter les accords pour qu'on trouve un bout de fil faisable pour trouver une situation en Libye. Nous tenons à l'intégration de la Libye, à l'unité des différentes régions libyennes, au bien-être du peuple libyen, mais aussi nous tenons à la paix et la stabilité dans les pays de voisinage. Dans l'Égypte, il y a des milliers de kilomètres de frontières communes.
Ce qui peut-être nous donne un peu d'espoir, c'est qu'il y a une certaine amélioration dans les positions des acteurs des autres États étrangers en dehors de la région et qui jouaient un rôle quand même assez négatif dans les efforts pour la Libye. Nous voulons une certaine amélioration dans la position de la Turquie. Nous espérons que cette amélioration va continuer, que l'Union européenne quand même puisse faire des efforts plus sincères et coordonnés avec les pays, les acteurs les plus intéressés de la région. Et certainement un rôle plus musclé de la part des Nations Unies et son secrétaire général est extrêmement nécessaire. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassine. Je rappelle que vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice a bien expliqué la situation vis-à-vis ou bien concernant les travaux qui seront tenus demain, les travaux de la Ligue arabe qui se tiendra demain à Jeddah en Arabie Saoudite et bien sûr avec la participation du président Abdel Fattah al-Sisi ainsi que de la plupart des leaders arabes ou bien tous les responsables des pays arabes. Et surtout avec la participation pour la première fois depuis 12 ans, je rappelle, du président syrien Bachar el-Assad. Je passe à un autre sujet, il s'agit de l'accord de partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies pour la coopération en matière de développement durable. L'Égypte et les Nations Unies ont signé à cet égard un accord de partenariat 2023-2027. L'accord de partenariat permettra à l'Égypte de mettre en œuvre son plan de développement durable 2030. Reportage. L'accord de partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies 2023-2027 permettra à l'Égypte de mettre en œuvre son plan de développement durable 2030 et de réaliser les objectifs du développement durable des Nations Unies 2030, a confirmé la coordinatrice résidente de l'ONU en Égypte, Elena Panova. Panova a tenu ses propos lors de la cérémonie de signature du cadre de partenariat entre l'Égypte et l'ONU 2023-2027 en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli. La ministre de la Coopération internationale et coprésidente du comité directeur du cadre stratégique pour le partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies, Ryan Manshot, a affirmé que la signature du nouveau cadre de partenariat 2023-2027 marquait une nouvelle phase de coopération avec l'une des plus grandes organisations internationales. El Manshot a remercié le Premier ministre Mostafa Madbouli pour son parrainage de l'événement. Ce nouveau cadre stratégique vise aussi à booster les objectifs des stratégies de développement sectorielles, l'initiative présidentielle pour le développement de la campagne égyptienne Vie décente, la vision de l'Égypte pour le développement 2030, les stratégies nationales pour les droits de l'homme, le changement climatique 2050 et d'autres, a souligné Madame El Manshot. C'est le sujet le plus important peut-être actuellement pour l'avenir de l'Égypte, tel le développement durable. Et à cette occasion, ou à cet égard, le ministère de la Coopération internationale a annoncé l'obtention en 2022 auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux d'un financement de 13,7 milliards de dollars destinés au développement. L'objectif, c'est soutenir des projets souverains et le secteur privé. Les explications. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Manshot, a annoncé que 13,7 milliards de dollars ont été obtenus en 2022 pour soutenir les objectifs de développement en Égypte. 11,1 milliards de dollars étaient destinés à des projets souverains dans diverses activités économiques et 2,6 milliards de dollars pour le secteur privé.
Les 11 milliards de dollars comprenaient 2,4 milliards de dollars destinés à accroître les dépenses sociales, notamment la sécurité alimentaire, l'assurance maladie universelle et les programmes de protection sociale, a déclaré El Machot. La ministre a souligné également que le financement de 2,6 milliards de dollars au secteur privé a été obtenu grâce à la coopération avec de nombreux partenaires, notamment la Société financière internationale IFC, l'Agence française de développement AFD, l'Union européenne et d'autres. Les déclarations de la ministre ont été faites durant sa participation à une session sur les défis de l'économie mondiale, dans le cadre d'une série de conférences organisées par l'Association des médias arabes. En dépit des défis auxquels le monde est confronté depuis 2020, notamment la pandémie de Covid-19 et ses répercussions, ainsi que la guerre en Ukraine, l'Égypte a su mettre en avant ses relations solides avec ses partenaires au développement, mobilisant le financement nécessaire pour soutenir les efforts de développement du pays, conformément aux objectifs de développement durable. L'Égypte entretient des relations historiques avec les partenaires de développement multilatéraux, comme le groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque africaine de développement, ainsi que les partenaires de développement bilatéraux comme les États-Unis, le Japon, la Chine et d'autres. Le ministère de la Coopération internationale s'est engagé à soutenir des projets visant à accélérer le développement durable en Égypte et à stimuler, à travers des stratégies ambitieuses, la coopération au développement.